Alors que la création de la Convention citoyenne avait suscité une certaine forme d'enthousiasme, le projet de loi qui nous est soumis, après de multiples renoncements, brise les promesses et ne crée pas les conditions de répondre à la feuille de route initiale, celle de baisser les émissions de 40 % à l'horizon 2030, et ce dans un esprit de justice sociale. Je commencerai cette intervention par quelques remarques de forme. Vous le savez, notre groupe est particulièrement attentif au renforcement de l'irruption démocratique. Dans ce cadre, la Convention citoyenne représente un outil utile, malheureusement dévoyé et instrumentalisé par le pouvoir en place au travers des manœuvres dilatoires et électoralistes. Par ailleurs, la procédure parlementaire qui en découle nous semble soulever un certain nombre d'interrogations. En effet, cette innovation démocratique ne peut se traduire par une forme de musellement du Parlement, cantonné au rôle de simple chambre d'enregistrement de mesures définies ailleurs, soit objet de veto ou de réécriture présidentielle, soit d'une reprise sans filtre. Il est d'ailleurs regrettable de voir dans ce projet de loi une multitude d'habilitations à légiférer par voie d'ordonnance qui confirment une forme de dessaisissement, une fois de plus, du Parlement. Un mot ici sur les conditions d'examen par nos commissions où les travaux, malheureusement, ont dû être menés au pas de charge, ce que nous avons regretté. La création de la Convention citoyenne n'épuise donc pas le besoin de renouvellement des pratiques démocratiques, de rééquilibrage des pouvoirs, tout comme de l'exigence de démocratisation du dialogue social, loin s'en faut. Sur le fond, ce projet de loi est en recul par rapport aux propositions des 150 citoyens, générant, il faut bien le dire, frustration et déception. C'est ainsi qu'aucune des propositions de la loi Climat et Résilience n'a d'ailleurs obtenu la moyenne auprès des conventionnels. Leur note est très sévère et ça a été dit, 3 sur 10. Les associations sont également critiques sur ce projet de loi, tout comme le CESE, le Haut Conseil pour le climat ou encore le CNTE. Tous déplorent que les nombreuses mesures du projet de loi restent souvent limitées, différées ou soumises à des conditions telles que leur mise en œuvre en termes rapprochés est incertaine. Ils regrettent l'absence de changement de logiciel et le manque de moyens. Ils dénoncent enfin des délais manifestement incompatibles avec le rythme attendu de l'action contre le changement climatique et le rattrapage du retard pris par la France dans l'atteinte de ses budgets carbone. Au fond, on a le sentiment d'une liste à la Prévert de mesurettes, parfois dénuées de cohérence entre elles, déjà traitées dans les différents projets de loi soumis à notre Assemblée, parfois même il y a très peu de temps. Pour être plus précis, nous regrettons notamment que le projet de loi fasse l'impasse sur des propositions importantes, même si je souligne ici les apports faits en commission par le Sénat. Nous y reviendrons dans le débat. Nous continuons ainsi de regretter que ce projet de loi ne prévoie toujours pas l'obligation de rénovation globale des logements, de l'ensemble des logements, qu'il n'interdise pas les passoires thermiques en prévoyant les sanctions adéquates, mais seulement leur mise en location. Si le texte pose un principe général d'interdiction de nouveaux centres commerciaux, de trop nombreuses dérogations restent possibles puisqu'il touche uniquement 20 % des projets. L'objectif de fin de vente des véhicules thermiques les plus émetteurs est fixé non en 2025 mais en 2030. Il ne concernera que 1 à 3 % des véhicules neufs vendus. L'interdiction des vols intérieurs, si une alternative ferroviaire existe, ne concernera, elle, que 3 lignes. La suppression des niches fiscales favorables aux énergies fossiles n'est qu'un vague objectif, alors même que l'on déplore que 70 % du plan de relance ait un impact négatif sur le climat. Rien n'est prévu pour concrétiser les annonces d'Emmanuel Macron concernant les petites lignes, le fret ferroviaire et les trains de nuit, puisque le ferroviaire reste le grand absent malgré les efforts de la Commission, je dois le souligner. Notons enfin un point de grande inquiétude avec la refonte du code minier, ça a été dit aussi, prévue par une simple habilitation. Plus grave encore, aucune remise en cause des accords de libre-échange n'est prévue. Il s'agissait pourtant d'une demande de la Convention citoyenne. Aucune de ces mesures ne remettra en cause l'ordre existant. Avec ce projet de loi, le climat attendra, puisque nous resterons loin des objectifs affichés, alors même que cette ambition a été relevée par la Commission européenne à 55 % de baisse des émissions. Le Conseil d'État vient d'ailleurs d'enjoindre l'État de respecter ses engagements, et cela c'est tout récent. Il aurait fallu pour cela plus d'ambition, créer de nouvelles ressources pour financer la transition écologique, prévoir des moyens budgétaires renforcés. Mais de cela, il n'est jamais question.
Nous regrettons également que les outils de puissance publique, surtout que sont la SNCF ou EDF, ne soient aucunement utilisés comme des leviers de la transition. Nous pensons pourtant que la maîtrise publique des outils industriels dans les secteurs à forte émission de gaz à effet de serre est un gage de progression important pour la transition écologique, qui constitue par ailleurs, vous le savez, un formidable gisement d'emplois dans un contexte de fort chômage. Plus fondamentalement, alors que la Convention citoyenne est censée être une réponse au grand débat national et donc au mouvement des Gilets jaunes, ce texte ne contient aucune mesure sociale et n'articule pas enjeux sociaux et environnementaux, performance écologique et services publics. Pourtant, nos concitoyens les plus fragiles sont bien les plus touchés par les enjeux écologiques, victimes de la malbouffe, de l'insalubrité des logements. Notre pays compte 10 millions de pauvres et 12 millions de personnes, nous le savons, souffrent de précarité énergétique. L'urgence sociale et climatique doivent se traiter dans le même mouvement. Une partie de la réponse passe par l'exigence d'une meilleure répartition des richesses. Mais le texte, tout comme la majorité sénatoriale, est silencieux sur ces enjeux. Rien sur le rétablissement de l'ISF, rien sur le CICE dont les Gilets jaunes souhaitaient l'abrogation. La taxe sur les dividendes a fait l'objet d'un veto présidentiel, tout comme la conditionnalité des aides publiques soutenues par les conventionnels. Pourtant, une politique climatique ambitieuse nécessite de remettre en cause les droits acquis des investisseurs, les intérêts de court terme des industriels, les logiques financières et commerciales pour y remettre de l'intérêt commun et protéger nos biens publics. Comment passer sous silence l'étude d'Oxfam qui indique qu'avec leur modèle actuel, les entreprises du CAC 40 nous amènent vers une trajectoire à plus de 3,5 degrés d'ici 2100. Dans l'esprit des initiateurs de la tribune, plus jamais ça, pour la construction d'un monde post-Covid, nous appelons donc à reconstruire un futur écologique, féministe et social en rupture avec les politiques menées jusque-là et le désordre néolibéral. C'est ce qu'avec mon groupe, nous tenterons de proposer au travers de nos amendements.